L'homme après l'homme, le prochain état. Je crois que c'est ça, comment dirais-je, la perception du prochain état dans la matière. C'est un état où ça n'a plus de réalité, où la mort, l'accident, la maladie, les attaques, ceci et cela n'ont plus de réalité. Pour la matière pure, simple, telle qu'elle est, enfantine, ça n'a pas de réalité. Et les enfants passent à travers toutes sortes de choses invraisemblables, parce que, pour eux, ça n'a pas de réalité. Leur matière n'est pas encore trop couverte de toutes les habitudes qu'on a collées dessus. Alors, un prochain état dans la matière, on peut percevoir ce que ce serait. Une matière qui a perdu sa peur, ses craintes, ses habitudes, ses accidents, sa mort. Toutes ces choses qui ont été une menace sur elle pendant des millénaires. Cette matière pure, elle est quoi? Elle est enfantine. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de loi pour elle. Elle tombe, ne se fait pas mal. C'est cela, croyez-vous, l'homme après l'homme? Mais c'est un aperçu de ce que pourra être l'homme après l'homme. C'est un aperçu. Et je crois qu'un certain nombre d'êtres peuvent avoir ce genre d'expérience où tout d'un coup, plus rien ne semble peser sur notre dos ou dans nos réactions. Et puis, il n'y a pas d'accident possible. Les balles peuvent venir et elles ne touchent pas. Et quand Sri Aurobindo parle d'un état de supraconscience, il dit supramental. Mais parce que c'est en dehors du mental, justement. Nous sommes un tissu de réaction mentale, d'une mentalité très primaire, mais nous sommes recouverts de mental. La moindre de nos réactions est observée à son empreinte, sa mémoire. Alors, un état supramental, c'est un état où il n'y a plus toutes ces empreintes, il n'y a plus toute cette mémoire. Alors on est libre. La matière, en fait, elle est libre. Il n'y a rien de plus plastique et de plus souple au monde que la matière. C'est capable de tout. Ça peut se modeler à tout, sur tout. Il faut d'abord sortir du conditionnement, évidemment. Il faut traverser toutes ces couches mentales qui sont à revêtir notre état naturel. La cellule pure, sans peur, sans limite. Parce que ça communique aussi, n'est-ce pas? Cette matière pure, elle n'est pas enfermée dans un corps. Elle communique instantanément avec tout. Parce qu'elle est partout. Un physicien vous le dira tout de suite. Mais il n'y a pas de compartiment dans la matière. Ce qui est perçu ici est perçu là-bas, instantanément. C'est la même chose. C'est un même être. C'est une même vibration ou une même longueur d'onde. Alors, évidemment, ça se connaît soi-même ici ou à 10 000 kilomètres. Par conséquent, c'est un tout autre mode de vie qui émerge. C'est ça l'après l'homme. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de barrière, plus d'incompréhension. Il y a quelque chose qui commence à être léger, naturel. Dans son propre chemin de pensée, le philosophe allemand Heidegger utilise le mot allemand Gelassenheit, qui signifie à peu près laisser être. Oui, un état d'abandon, un état d'ouverture, un état de disponibilité pour une réponse. Oui, 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 c'est exactement ça. Seulement, il faut que ce soit ça, pas dans sa tête, ni même dans son cœur, ni même dans ses sensations. Il faut que ce soit ça dans le corps. Ce qu'un enfant connaît très bien. Un enfant, il est tout à fait abandonné. De quoi aurait-il peur? La peur commence avec la mémoire. Les limites commencent avec la mémoire. C'est ça le commencement du bocal. Mais alors nous employons
nous parlons de corps et puis nous parlons de conscience. Mais c'est la même chose. C'est justement. C'est là où l'on débarque tout de suite. On s'aperçoit que la matière, c'est de la conscience. Que la conscience, c'est de la matière. L'équation d'Einstein, matière égale énergie, il manque encore un membre à cette équation. C'est que matière égale énergie égale conscience. Mais alors, dans notre vocabulaire, qui est sans doute encore approximatif, le fait que nous insistions beaucoup sur le corps, est-ce que cela ne vient pas du fait que nous avons trop longtemps et trop souvent insisté seulement sur le mental et sur ce que nous avons appelé la conscience? Ne faudrait-il pas trouver alors un autre mot qui ne serait ni corps, qui est limité, ni conscience, qui est un autre mot limité, pour définir cette dimension, situer cette dimension, où les deux réalités, les deux aspects se rencontrent au sein d'une différence? Mais ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents. C'est une même chose. Sous des aspects différents, c'est nous qui voyons des aspects. Quand c'est dévêtu, il n'y a pas d'aspect. C'est. Ça se vit. La vibration de conscience de la matière, on la touche de même qu'on respire l'odeur d'une fleur. La conscience de la matière, c'est comme son odeur, si je puis dire. N'est-ce pas, nous sommes constamment à voir la matière comme une chose, un objet. Mais dans cet état pur, on vit. On vit la matière. Ce n'est pas quelque chose que l'on regarde, on est dedans. Sujata. Je peux parler une seconde? Ce serait un peu comme l'arbre, n'est-ce pas? C'est la même énergie qui pousse dans l'arbre, qui fait des feuilles, qui fait des fleurs, qui fait des fruits. Cela a différents aspects pour nous, en apparence, et pourtant c'est la même chose. Satprem. Oui, c'est ça. C'est la même énergie qui est là. Vous admettez qu'il y a une difficulté pour parler, encore aujourd'hui, de tout cela. Comme si notre vocabulaire traditionnel était encore... Notre vocabulaire, il mentalise tout. Il voit tout comme un objet. Il voit tout comme une chose différente de lui-même. C'est une perpétuelle représentation cinématographique. Il n'est jamais dans la chose. La vie mentale que nous connaissons, nous ne sommes jamais dans les choses. Nous sommes toujours dans notre idée des choses, ou dans notre regard sur les choses. Alors que le commencement de la vie vraie, celle qui sera vraiment humaine, ce n'est plus quelque chose que l'on regarde. On s'éprouve, on se vit, on vit dans tout. Et pas comme quelque chose d'autre, comme quelque chose qui est dans son propre corps. C'est très difficile de parler de cette autre vie, n'est-ce pas? Mais c'est une autre vie dans la matière, évidemment. Un autre mode d'être dans la matière. Et dans les canyons, c'était comme un aperçu de cette espèce de transparence qui... On comprend que là, il n'y a pas de mort possible. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'accident possible. Il n'y a pas de maladie possible. Tout ça, ce sont des mensonges habituels. On vit dans une habitude mensongère qui fait la maladie, les accidents, la mort et tout ça. Et juste de l'autre côté de cette pellicule, eh bien, il y a une liberté fantastique, corporelle. Là est bien le mystère, que nous sommes là, et pas à la manière des bêtes, et pas à la manière des choses, d'une manière particulière, comme si, dans l'homme, il y avait un dessein particulier, ce qui n'enlève rien à l'arbre, à la pierre ou à la bête. Mais oui, il y a un dessein, qui donne à l'homme un destin particulier dans l'ensemble. Mais oui, il y a un destin très particulier. De toutes les espèces, c'est le seul qui soit capable de traverser la loi de son bocal particulier. Toutes les espèces, la matière du poisson ou la matière humaine, elle est toute pareille, n'est-ce pas? Il n'y a pas de différence fondamentale. Seulement eux, ils sont prisonniers d'une certaine habitude, et ils sont très heureux dans leur habitude.
Toutes les espèces sont en fait très heureuses, sauf la nôtre. Pourquoi? Justement parce que nous avons la capacité de faire ce que les autres espèces ne peuvent pas. C'est d'aller au fond de notre bocal, voir ce qu'il y a là-dedans et casser l'habitude. Un poisson ne peut pas se sortir de son habitude de poisson. Mais un homme peut sortir de son habitude d'homme. Et c'est justement le chemin de Mer et de Sri Aurobindo. Au lieu de sortir par là-haut, sur une pointe de l'esprit, ils sont allés au fond de ce bocal pour voir ce qu'il y avait. Et là, ils ont trouvé que le bocal, c'était simplement le produit d'une habitude, et qu'on pouvait traverser ça et émerger dans un autre être, ou un autre mode d'être. Et c'est pour cela que, probablement, on nous asphyxie, et notre vie humaine est si douloureuse, pour nous obliger à trouver la vraie clé. Les autres espèces n'ont pas besoin de clé, ils sont heureux. Et je crois que toute cette douleur de notre époque où tout semble craquer et si suffocant, c'est justement parce qu'on approche du point où, collectivement, on va pouvoir casser ce bocal. Et émerger dans quoi? Dans l'homme, vraiment. Ce que nous ne sommes pas encore du tout. Maintenant, nous sommes une certaine quantité d'habitudes qui se croient humaines, qui se croient philosophiques, qui se croient toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas l'homme, vraiment. L'homme, vraiment, on ne le connaît pas encore. Nous sommes des apprentis humains seulement. Maintenant, on peut faire une autre observation. On parle beaucoup de l'homme, bien sûr, puisqu'il a, semble-t-il, dans l'univers, un rôle spécifique à jouer. Or, si l'homme sort du bocal, ce n'est pas seulement pour lui-même, pour se faire une hyper-conscience de lui-même. C'est peut-être pour que ce qui n'est pas lui puisse venir à la parole ou à la vie, à la manifestation. Pas lui, vous voulez dire? Bien, l'homme est né bien après toutes les choses qui sont nées dans l'univers. Oui. Et le reste alors? Il est toujours question de lui. Pourquoi cette hyper-conscience? Pourquoi sortir du bocal? Pour rendre l'homme un peu plus heureux? Pour le rendre un peu plus serein? Il se produit une toute autre opération entre lui et ce qui n'est pas lui. Mais tous les modes d'échange, ou toutes les relations sont différentes à partir du moment où on est sorti de ce bocal. La notion même de moi n'est plus du tout la même. Je n'ai jamais été aussi libre et invulnérable que quand j'étais complètement nulle, au bord de ces canyons. Il n'y avait pas de moi du tout. S'il y avait eu un moi, instantanément je me serais fait tuer. Et le moi, il est totalement mortel, le moi. C'est le mensonge, le moi. Mais cela ne veut pas dire que de l'autre côté du bocal, on perde toute individualité. Il reste ce point de référence qui s'est bâti laborieusement pendant 30, 40, 50 ans. Ce point de référence reste là. Mais on ne se sent plus comme moi, avec un M majuscule. Alors qu'est-ce qui arrive? Il faudrait parler d'expérience. Mon expérience, elle est très menue. Est-ce que la montagne apparaît autrement? Est-ce que l'eau apparaît autrement? Est-ce que le ciel apparaît autrement? Mère en a dit beaucoup de choses en ce qui concerne les apparences, alors matérielles. Elle a dit beaucoup de choses très fascinantes. Mais ça, il faudrait l'entendre elle-même. Si vous me demandez mon expérience, c'est surtout, alors, une toute autre façon de percevoir les humains en particulier. Ce qui les meut, ce qui les fait bouger. Ça oui, je perçois cela d'une façon très différente. Parce que pour nous, ce n'est pas l'homme qui est premier. Avant l'homme, il y a cela dont l'homme, mais cela dont il est issu ou quoi? Avant l'homme, il y a. Et quand l'homme ouvre les yeux, il y a déjà. Oui. Il n'est pas le premier. Il n'est pas le Seigneur et maître de l'univers comme on l'a souvent décrit. À peine l'enfant ouvre-t-il les yeux, que lui est déjà donné, et le premier enfant du monde,
ce qui ne l'a pas produit et sur quoi il va se fonder. Il y a. Voilà peut-être le premier mot, le fond originel. Il y a. Cela est. Et l'homme est déjà dans le cela est. Oui. Et à partir de ce moment-là, mais on ne peut pas sortir de l'humain, de notre bocal, sans être justement dans ce cela est. Et cela est, c'est quelque chose qui se respire dans son corps, n'est-ce pas? Ce n'est pas une idée. On ne peut pas sortir du bocal humain sans être automatiquement dans ce cela est. Mais ce cela est. Et ce cela est, c'est partout. Et c'est tout. Et c'est pourquoi il y a instantanément une communication avec tout, une compréhension de tout, une aide de tout. Toujours et seulement la compréhension humaine. Faisons un paradoxe. Et si les choses elles-mêmes se mettaient un jour à nous comprendre mieux? Mais elles vous comprennent très bien les choses. Une plante comprend très bien le genre de manipulation que vous avez, mais je crois que tout le monde comprend très bien, sauf nous. En fait, tout comprend très bien. Un arbre comprend très bien qui est là. J'ai touché beaucoup de cailloux. J'aime beaucoup les cailloux. Et il y a quelque chose qui sent dans ce caillou. Je crois que nous avons mis les choses complètement à l'envers. Nous nous sommes imaginé que l'homme avait le privilège de la conscience et que tout le reste, mon Dieu, c'était de pauvres attardés. Mais ce n'est pas comme cela. Je crois même que nous sommes les seuls à n'être pas conscients. Nous sommes conscients de nous. C'est cela notre malheur. Mais c'est en même temps notre levier, parce que c'est grâce à ce mensonge, si je puis dire, que nous sommes obligés de trouver la clé. Et le mensonge, c'est de se croire moi, je. Une conscience séparée et seule à être consciente. C'est ça le mensonge. De l'autre côté du bocal, ce n'est pas comme cela. Si peu que j'ai pu y toucher, c'est la communication tout de suite avec tout. Une compréhension qui n'est pas d'un objet. On comprend parce qu'on est dedans. Et puis c'est un autre pouvoir. C'est tout un autre mode d'être. Cet exemple dans les canyons est très indicateur. Ces hommes ne pouvaient pas tuer. Extrait du chapitre « On n'assassine pas un courant d'air » 7 jours en Inde avec Satprem.